Je retourne à mon bureau. Les responsables militaires sont déjà arrivés. Nous nous réunissons et procédons à l'analyse de la situation. Le général Ammari, commandant des forces terrestres, et le général Gneizia règlent les derniers détails de l'entrée en ville des unités, au cas où elles sont appelées à intervenir. Quelque temps après, Hamrouch donne signe de vie. « Si Khald, à toi de jouer. Il ne reste plus rien à faire, il s'égaye dans les rues. » 10 minutes plus tard, c'est au tour de Abdelhamid Mehri de me téléphoner pour me dire la même chose. L'ordre ne devant venir que du président de la République, je ne bouge pas. Ce dernier, alerté, je pense par Mehri ou Hamrouch, finit par m'appeler. Il me demande ce qu'on peut faire. Manifestement, il est dépassé. « Monsieur le Président, utilisez vos prérogatives constitutionnelles, lui dis-je. Il nous intime alors d'intervenir. Sous quelle forme? Il est hors de question pour nous d'intervenir sans clarification légale. Le président décide d'instaurer l'état de siège. Le général Ammari est à mes côtés, talkie-walkie en main. Je lui fais un signe. 3 heures après, tous les points sensibles sont occupés par les chars et les engins mécanisés. Je mets en place dans le même temps un groupe de travail composé des généraux Abdelhamid Jouadi, Abdelmajid Taghrirt, Tayyib Darraji et Mohamed Touati pour la rédaction du projet de décret d'état de siège et du projet d'un conseil consultatif près le président de la République, regroupant l'ensemble des représentants des partis. Cette suggestion que nous émettons, si elle était retenue, donnerait au président plus de poids et plus d'assurance et le sortirait de l'état d'isolement et d'indécision où l'on plongeait les initiatives hasardeuses de quelques membres de son entourage. Ce conseil viendrait contrebalancer l'influence de ceux qui, alors que le pays brûle, disent et répètent que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sans doute pour minimiser leur responsabilité dans l'évolution des choses. Composée de représentants des partis, cette institution pourrait être un lieu de débat utile et pacifique. Mais de la coupe aux lèvres, Abdelhamid Mehri, appréhendant la fin de la position privilégiée du FLN, s'aborde le projet qui nous aurait sans doute évité de dramatiques développements ultérieurs. Ces récriminations sur l'armée montent crescendo. C'est dans les moments de grande tension que la nature des hommes se révèle. Pendant la guerre de libération, je l'ai écrit, les obus et les balles ont le souverain pouvoir de redimensionner les hommes selon leur véritable taille. Le phare des faux-semblants et l'artifice des mots s'écaillent et tombent. L'individu apparaît dans sa nudité intérieure. La carrière politique de Abdelhamid Mehri emprunte à la trajectoire du caillou qui rebondit sur la surface de l'eau, n'y laissant que quelques cercles concentriques que la houle vite recouvre et efface. Les 3 B, chefs à la poigne de fer parce qu'ils n'avaient qu'un seul but, servir l'Algérie, avaient souvent mis dans l'organisation du Nidam l'homme qu'il fallait à la place qu'il fallait. Abdelhamid Mehri est enfin au devant de la scène, lui qui a toujours tenu la place la plus discrète dans les photos de famille. Il se soucie non de l'Algérie, mais du parti qu'il dirige. Impressionné par les vociférations qui montent des rues, il est prêt à se contenter d'un strapontin derrière les fauteuils du fils. Le jour même de l'annonce de l'état de siège, Mouloud Hamrouch ordonne à son ministre de l'Intérieur de tenir une conférence de presse au cours de laquelle ce dernier parle de bruit de bottes. Dans la foulée de l'état de siège, le gouvernement Hamrouch est démis. C'est le moment idéal pour changer les choses avec courage et en profondeur. Nous adressons à mémoire au président avec l'espoir qu'avec l'électrochoc de l'état de siège, il agirait enfin en véritable homme d'État. Mémoire sur la situation sociopolitique remis au président de la République le 4 juin 1991 au matin. L'échec de la grève générale et illimitée déclenchée par le fils l'a conduit à une radicalisation dans son attitude caractérisée désormais par le recours à la désobéissance civile, devant conduire à un climat de révolte populaire susceptible de mettre le pouvoir à sa portée. La population sereine aux premiers jours de la grève vit de plus en plus une situation d'inquiétude et de peur entretenue par les manifestations, les discours violents, les démonstrations de force sur la voie publique et, tout récemment, par l'appel au djihad à travers certains quartiers. Les militants, fils peu nombreux au début, se trouvent au fur et à mesure de leur marche et l'entretien de la tension,
rejoint et renforcé par des groupes de manifestants venus d'ailleurs ainsi que par des riverains. Apparemment, ils semblent disposés à répondre fidèlement aux mots d'ordre de leur leader, fussent-ils insensés. Ils constituent une masse de manœuvres aux mains du Fils, inaccessible aux appels à la raison et à des considérations d'ordre patriotique ou démocratique. Le retour au calme dans ces conditions ne peut se faire sans de sérieux affrontements susceptibles de conduire à l'usage des armes et à une répression sur une large échelle. Ceci ne contribuera ni à un bon déroulement des élections, ni à une amélioration de la situation politique en cas de report de celle-ci. Étant entendu que la modification des dispositions législatives concernant les élections futures est inconcevable par l'Assemblée actuelle, si même l'on viendrait à les modifier. Par ailleurs, les exigences du Fils à travers la grève illimitée et ce qui s'en est suivi démontrent suffisamment que toute nouvelle concession serait un encouragement aux ambitions de ce parti. Aussi, devant ce blocage et à défaut de solution à même de désamorcer l'épreuve de force pour déboucher à très bref échéance sur un bon déroulement de la campagne électorale, l'intérêt du pays exige que soient recherchées non pas des solutions éphémères et partielles, mais une vraie solution politique. Cette solution ne devra en rien entamer la crédibilité de l'État. Elle devra tendre à estomper notablement les risques de confrontation et éviter l'option répressive adhérant certainement à une solution de sagesse et de fermeté en même temps. Les formations politiques et la société civile devront entraîner d'emblée une adhésion large des formations politiques de la société civile et du corps électoral. Cette solution pourrait consister en l'intervention du chef de l'État ordonnant au chef du gouvernement de restaurer l'ordre et la tranquillité publique, rétablir le bon fonctionnement des services publics et le déroulement normal des activités du pays, et rappeler les idéaux de novembre, les libertés démocratiques, la forme républicaine de l'État dans le respect des valeurs islamiques, la pérennité du régime constitutionnel, le respect des dispositions constitutionnelles dans l'organisation et le déroulement des scrutins électoraux aux assemblées populaires ainsi qu'à la magistrature suprême. Contraints et forcés, nous quittons notre réserve en intervenant dans des questions politiques. Nous nous exprimons franchement et nous attendons un écho de la part du principal concerné. Benjdid ne bouge pas. L'armée est déployée dans la capitale. Elle va encore établir l'ordre, mais jusqu'à quand? La proclamation de l'état de siège insuffle aux militants intégristes une nouvelle ardeur. Ils veulent en découdre. Portés haut, des banderoles rappellent ce que le très exalté Ali Ibn Hajj pense des lois. Je ne respecte pas les lois, je les piétine sous mes pieds. Alors que je suis à mon bureau, le général Toufiq m'informe qu'en nous rejoignant, il reçoit en passant par le quartier de la Scala, sur les hauteurs d'Alger, un jet de pierre qui brise son pare-brise et le blesse au visage. Il ajoute que de nombreuses barricades barrent les rues, notamment celles qui mènent au ministère de la Défense. Je suis escorté par un escadron de gendarmerie. Le trajet pourtant court me prend 2 heures. Les barrages sont de 10 à 20 mètres d'intervalle. De l'huile et du gasoil inondent l'asphalte. Ces liquides, selon les stratèges du Fils, sont destinés à ralentir la progression des chars. Nous essuyons des tirs provenant des immeubles avoisinants. Arrivés à Zeralda, résidence du président de la République, nous étions autour de lui, Abdelhamid Mehri, l'Arbi Belkhir, Abdelaziz Belkhadem et moi-même. Après la prise de parole de chacun pour avancer un avis sur les événements, Belkhadem suggère au président de prendre une mesure politique. Le président réplique « Le gouvernement part ». La réaction spontanée du président prouve qu'il vient d'y penser et qu'à aucun moment, le départ de Hamrouche, comme ce dernier l'a toujours proclamé, n'avait été envisagé avant ce jour par Benjdid. Voilà pour nous, militaires, une question tranchée. Pour nous, Hamrouche a failli. Hamrouche devait partir. En tant que chef du gouvernement, il était responsable de tous les désordres survenus dans la capitale et dans les autres régions du pays. Appel à la guerre civile. Le 27 juin, des personnalités de la mouvance islamiste, à travers le journal télévisé du 20h, lancent un appel à Abbasi Madani pour qu'il revienne à plus de sagesse.
Nous sommes sur un volcan qui risque d'exploser à tout moment, mettent en garde Fqih, Merrani et Mohamed Iman en vain. Au point où en sont arrivées les choses, il faut réagir vite et fermement ou périr sans rémission. En compagnie d'Abbasi, le vendredi 28 juin, à la mosquée Ibn Badis de Kouba, Benhaj menace d'appeler au djihad si l'état de siège n'est pas levé. Nous prenons ces menaces au sérieux. Nous n'avons dès lors qu'une obsession, éviter les bavures tragiques qui provoquent des effusions de sang et mettent en branle des dynamiques irréversibles. Mais comment faire pour garder la maîtrise des choses alors qu'il y a tant de débordements? Comment faire pour ne pas être à la merci d'un groupe de provocateurs encamisés qui utiliseraient des armes à feu? Comment éviter que des militaires postés des heures durant sur un carrefour, épuisés par le manque de sommeil, stressés, en butte à l'hostilité de groupes de jeunes excités et qui, voyant un de leurs compagnons blessé par un jet de pierre ou un coup de feu, réagissent violemment? Les impondérables de la rue m'inquiètent plus que les gesticulations guerrières des chefs du fils. Une solution demeure encore envisageable, que les intégristes reviennent à la modération. Juste avant l'indépendance, au moment où l'OAS sévit dans les grandes villes algériennes, je suis avec d'autres officiers chargés de conduire un stage consacré aux spécificités du combat de rue pour l'ensemble des chefs de compagnie de la zone nord. Je sais donc ce qu'il en coûte à la population, aux bâtis et à l'armée lorsque des combats sont menés contre des guérillas urbaines retranchées derrière des obstacles hétéroclites. Depuis que les printemps arabes ont détruit nos illusions sur un monde arabe fabriqué par Bernard-Henri Lévy et ses amis, les Algériens peuvent constater ce que sont devenues les villes syriennes ou irakiennes, jadis ordonnées et prospères. Ils peuvent aussi comprendre maintenant pourquoi l'ANP a tout fait pour empêcher les intégristes de mettre en pratique les situations qui précèdent le passage des bombardiers. La menace a changé de nature. En octobre 88, l'ANP est confrontée à des émeutes désordonnées et violentes. En ce mois de juin 91, la rue est désormais aux mains d'un état-major subversif qui l'utilise selon les règles classiques de la guérilla urbaine. Le fils, pour l'instant, encadre la contestation. Demain, il risque, il ne le sait peut-être pas, mais nous nous en sommes convaincus d'être dépassés avec l'éruption de 1000 petits seigneurs de guerre manipulés de l'étranger et s'en sera fait de l'unité nationale. Le syndrome syrien avant la lettre. L'instauration de l'état de siège et la présence de l'ANP dans les rues ne calme pas l'ardeur à manifester des intégristes. La majorité des leaders intégristes est devenue amok. Yahlef Sharrati, le commissaire politique en titre du parti, déclare, répète, maintient et insiste. La vie de la majorité ne compte pas, de même qu'il ne revient pas à la loi de nous dicter le droit et la justice, car seule la loi divine nous dicte le chemin à suivre. Tous ceux qui ont pour mission de contraindre les gens à respecter la loi injuste, qu'ils soient une autorité exécutive, c'est-à-dire le gouvernement, les walis, préfets, la police, la gendarmerie et l'Assemblée nationale, participent tous à un même crime qui consiste à trahir Dieu et son prophète. Les tentatives d'Orzali sont vaines. Les grands responsables du parti salafiste, pariant sur la faiblesse de Benjdid, ne cèdent sur rien. Ils poussent au pire. Benhaj est littéralement enragé. Les appels au calme lancés par les hommes de bonne volonté qui existent dans les rangs de la mouvance islamiste ne reçoivent aucun écho. Les vendredis noirs se succèdent. Après la prière, les militants se regroupent en masse et s'attaquent aux membres du service d'ordre pour parvenir à l'irréversible. Chaque jour, la presse internationale, en particulier les chaînes satellitaires financées par les wahhabites et quelques commentateurs français, croient pouvoir annoncer la fin de l'Algérie républicaine et sa chute dans les mailles de l'intégrisme. Les services de sécurité classiques sont en passe de ne plus rien maîtriser. Une catastrophe plus terrible que celle d'octobre 88 approche à grands pas. Pour ma part, je ne cesse pas de croire à une solution politique. Je reste attentif aux efforts des personnalités désireuses de modérer Abbasi et Benhaj, avec les outrances et les anathèmes qui fusent, j'en doute désormais. Le samedi 6 juillet, je réponds à Ammar Bkhouch, directeur de l'information à la télévision, qui m'interroge que le fait que l'ANP est contrainte d'intervenir à 2 reprises en l'espace de 2 années n'est pas bon pour la réputation de l'Algérie.
et je souligne que l'armée entend bien préserver le régime républicain et la démocratie. J'ajoute que la désobéissance civile mise en œuvre par le fils a des effets négatifs sur le pays.